Chers amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chat Vidéo. Écoutez, donc les premières questions affluent depuis quelques temps déjà. Il y a des anciennes questions du chat précédent. Donc, allons-y pour la première question. Bonsoir Monsieur le maire, et justement nous allons commencer par une question de la session précédente qui nous vient de Will. Que pouvez-vous nous dire sur l'implantation de la nouvelle déchetterie et des nuisances qu'elle va engendrer auprès des riverains ? Écoutez, d'abord, pour repréciser, il y a un projet d'implantation de nouvelles déchetteries rue Roland-Garros, en face de la salle multisport, qui devrait remplacer celle qui se trouve au donjon actuellement, qui est hors norme. De toute manière, il faut la reconstituer. Donc là, aujourd'hui, on est sur une hypothèse. Alors, cette hypothèse intègre malgré tout les nouveaux types de déchetteries qui, pour ceux qui les ont visités, notamment je pense au vice-président qui est en charge de tous ces sujets à l'agglomération, génère beaucoup moins de nuisances que celles que les nuisances qu'on peut rencontrer aujourd'hui sur les déchetteries. Alors ça, c'est le premier point. Puis cette hypothèse, une fois encore, c'est qu'une hypothèse, puisqu'il y aura une enquête publique qui va être lancée dans quelques temps auprès de l'ensemble de la population. Et c'est suite à cette enquête publique que la décision sera prise d'implanter cette déchetterie à cet endroit-là, ou alors la déporter à un autre endroit. Donc voilà, rien n'est fait pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse de travail. Une autre question de la session précédente qui est posée par Jimmy de Bourges. Dernièrement, des découvertes ont eu lieu sur les fouilles archéologiques des pentes de ces recours. Cela va-t-il ralentir ou non la construction de la Maison de la Culture ? Non, je vous dis non. Ça a été une de mes premières questions quand il y a eu ces découvertes qui étaient, on va dire, pas attendues, malgré les diagnostics et pré-diagnostics qui ont eu lieu il y a quelques années, mais suffisamment exceptionnelles, mais je dirais, c'était exceptionnel parce que inattendu et pas forcément parce qu'on y a trouvé, même si on a trouvé des choses fort intéressantes. Et voilà, mon inquiétude immédiate, c'était de savoir si ça allait retarder le démarrage des travaux de ce beau bâtiment. Alors non, je vous le redis, les travaux devraient démarrer au mois de mars l'année prochaine pour se terminer, plutôt pour rendre en fait opérationnel le bâtiment au mois de juin 2020, de manière à ce qu'il puisse y avoir l'aménagement, on va dire la prise en compte par l'organisation interne de la Maison de Culture du bâtiment pendant l'été 2020, afin que la saison qui démarre au mois d'octobre puisse se démarrer quand il faut et dans de très bonnes conditions. Une autre question de Michel. Pourquoi n'y a-t-il aucune action préventive ou répressive pour lutter contre le stationnement anarchique autour de l'hôpital Jacques-Cœur ? Seulement quelques lignes jaunes qui ne sont pas respectées. Les plots et piquets pour interdire le stationnement sur les trottoirs sont-ils réservés au centre-ville et aux quartiers favorisés ? Non, pas du tout. En fait, voilà, nous avons mené à minima et rapidement des aménagements nouveaux à proximité du centre hospitalier. Les équipes de la police municipale circulent de temps en temps et avertissent dans un premier temps et verbalisent dans un deuxième temps s'ils retrouvent les mêmes véhicules qui sont mal stationnés. Par contre, voilà, il faut intégrer ça dans un nouveau projet et c'est ça l'essentiel. Le centre hospitalier est en cours d'étude pour réaliser un parking complémentaire, notamment qui serait dédié au personnel, aux salariés du centre hospitalier, de manière à libérer de la place de stationnement sur le parking actuellement. Mais voilà, je crois qu'il faut voir ça, le projet dans son ensemble. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de zone privilégiée. On veille effectivement à ce que la réglementation soit respectée. Maintenant, on ne peut pas être d'abord partout. Et puis, on passe aussi par une première période de rappel à la réglementation avant de sanctionner. Mais les sanctions ont lieu, en tout cas. Une nouvelle question posée par Céline. Pour la reprise d'entreprise, la ville prévoit-elle des aides et quels sont les autres organismes ? Alors, la ville n'apporte pas d'aide, puisque on va dire, la compétence développement économique est dédiée à l'agglomération. En plus, il y a une évolution qui a eu lieu plus récemment, c'est-à-dire que, pour faire simple, la région Centre-Val de Loire, enfin les régions d'une façon générale, peuvent apporter des aides financières
auprès des entreprises qui viennent s'implanter ou qui se développent, qui sont déjà en place et qui se développent. Pour la partie agglomération, on peut accompagner les entreprises, non pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue mobilier, immobilier. Donc la répartition, la loi NOTRe a scindé en fait ces deux types d'aides. Donc voilà ce que peuvent apporter aujourd'hui l'agglomération. Alors en plus de ça, pour je dirais les entreprises qui se créent ou des nouveaux qui souhaitent lancer des projets. On a malgré tout des outils qui existent. Je pense en particulier à la couveuse, Solène Angel, qui travaille depuis très longtemps et notamment avec certains des étudiants de l'INSA qui, même avant de sortir de l'école, souhaitent réfléchir à un projet de création d'entreprise, par exemple, ou de reprise d'entreprise. Donc là, c'est un premier pas. Il y a une pépinière d'entreprise, plutôt 2 pépinières d'entreprise, puisqu'il en existe une à l'agglomération et puis une au niveau de la D2T, qui permettent aussi aux entreprises qui commencent à pratiquer, à développer leurs projets, de pouvoir être dans des conditions d'accueil économiquement intéressantes. Et puis le deuxième projet porté par l'agglomération, c'est l'hôtel d'entreprise qui met à disposition des entreprises ou des sociétés qui souhaitent commencer à démarrer en production, avant d'être un peu autonome, des conditions d'accueil, alors c'est soit sous forme de bureau, soit sous forme d'atelier, des conditions d'accueil économiquement intéressantes, tous ces dispositifs étant situés sur le site de l'AITOL. La prochaine question est posée par Didier. Le gouvernement envisage de remettre en cause les rythmes scolaires. Comment cela va-t-il se traduire à Bourges ? Écoutez, pour l'instant on n'en est pas là, le gouvernement vient tout juste d'être constitué, donc je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises, alors soit par ordonnance, soit par décret, soit en faisant appel à l'Assemblée nationale, donc tout ça peut demander un peu de temps. En tout cas, une chose est bien évidente, c'est si dans la mesure où l'État suspendait les aides financières qu'elle a portées jusqu'à présent, qui en plus diminué il y a quelques années, très clairement, la ville de Bourges ne sera pas en capacité de maintenir ces aménagements. Donc voilà, après, ça fera l'objet de discussions avec les responsables d'établissement et puis avec l'inspection académique pour voir comment on organise le temps scolaire. Mais voilà, nous n'en sommes pas là, il ne faut pas aller trop vite sur le sujet. Je pense j'imagine que le gouvernement a d'autres priorités. Mais là, ça n'engage que moi, que traiter le cas des rythmes scolaires, tout au moins en urgence. Mais voilà, quand le moment sera venu, nous verrons, une fois encore en concertation, comment on aménage les temps scolaires pour nos enfants. La question suivante est posée par Kikou Cookies. Pourrais-je savoir pourquoi le Val-d'Oron n'est pas entretenu ? Les rebords de trottoirs sont laissés pour compte, tout est en friche, les haies ne sont pas taillées. Un beau quartier comme celui-ci se dégrade. Quel dommage. Oui, c'est votre perception. Vous savez, récemment, j'ai rencontré pas plus tard qu'hier quelqu'un qui avait quitté Bourges il y a quelques années et qui est revenu et pour des raisons familiales et puis qui a reparcouru la ville un peu partout dans tous les quartiers et donc il a constaté que voilà, la ville d'abord s'était embellie d'une part et puis qu'elle était parfaitement entretenue. Alors après c'est votre vision des choses. Aujourd'hui d'abord on n'oublie aucun quartier. C'est vrai qu'on a des travaux de maintenance, de réhabilitation de voiries à faire. Tout ça il faut du temps. Je dis à chaque fois, nous avons 250 km de voirie à Bourges, qui correspond à peu près à la distance entre Bourges et Paris, pour donner un ordre de grandeur, donc à peu près 500 km de trottoir. Mais évidemment, il faut de l'argent pour réhabiliter tout ça. Donc on fait, j'ai vu encore ce matin, j'étais en ville dans notre quartier, d'ailleurs les quartiers du Val-d'Oron en particulier, il y a des choses qui ont été réalisées sur les trottoirs et bientôt sur les voiries, donc il faut du temps. Donc voilà, je crois que vous savez, c'est un peu un rituel. Quand nous allons dans les quartiers, que ce soit à travers les Barnum, que ce soit à travers les rencontres pour Bourges, à chaque fois on nous dit la même chose, notre quartier est oublié. Bon, alors je ne pense pas qu'on oublie, alors si on oublie le quartier, on oublie toute la ville, mais en tout cas, voilà, on voit que ce qui se passe devant sa porte, et évidemment on est très exigeant et très critique, mais je peux vous rassurer, le Val-d'Oron n'est pas abandonné, l'entretien est fait, le traitement des espaces verts est fait régulièrement, ça c'est très important et je veille personnellement, parce que je bouge beaucoup dans la ville, je veux voir aussi ce qui se passe réellement sur le terrain.
il ne me semble pas qu'il y ait des zones particulièrement délaissées. Alors c'est vrai que dans ces périodes que nous vivons, où il fait très chaud, nous avons des orages, beaucoup de pluie, comme c'était le cas dans la nuit d'avant-hier, c'est propice à la poussée d'herbes, alors pas mauvaises herbes, hein, d'herbes folles, j'insiste, d'herbes folles, et puis on n'est pas habitué à tout ça, donc on voudrait avoir du gazon anglais partout. Malheureusement, on ne peut pas le faire, et puis la biodiversité, c'est ça aussi, c'est accepter que la nature, laisser vivre la nature, tout en faisant en sorte, malgré tout, que notre ville reste propre. Une question de Dany 18. J'habite quartier Charlet. Que faire avec Liévrette qui est dans un état lamentable? Comment arrêter tous les brûlages qui se font en permanence dans les marais, sachant que notre santé est en jeu? Il y a deux sujets. Je vais prendre celui du brûlage que vous citez. Aujourd'hui, il est clair qu'il est interdit de brûler à Bourges, que ce soit dans les marais ou ailleurs. Ça, c'est très clair. Il y a une tolérance qui date depuis très très longtemps du brûlage dans les marais, parce qu'on peut comprendre que un maraîcher qui a un marais au milieu de l'eau avec une barque, dès qu'il a coupé 3 arbres ou quelques arbustes, il faut qu'il transporte tout ça dans une remorque, derrière une voiture pour aller dans une déchetterie. D'un point de vue environnemental, c'est pas forcément ce qu'on fait de mieux. Donc la tolérance était effectivement de pouvoir brûler. Alors après, ça reste à l'initiative, au bon sens des maraîchers, de brûler dans les périodes. Moi, c'est ce que j'ai eu l'occasion de répéter à plusieurs reprises dans les assemblées générales. Brûler à des périodes, évidemment, où le bois qui est à brûler n'est pas complètement humide, parce que d'abord, c'est pas facile de faire brûler, et puis ça génère plus de fumée. Mais aussi, à l'inverse, de faire attention, d'éviter de brûler le week-end, notamment les week-ends où il fait beau, les week-ends longs, quand les gens sont dans leur jardin, enfin, on fait un barbecue, veulent profiter un peu de la nature. C'est vrai que c'est toujours fort désagréable d'avoir un voisin un peu plus loin qui brûle et en conséquence qui génère des fumées. C'est du bon sens. Voilà. Alors, soit on applique la réglementation stricto sensu, c'est possible, mais je pense que moi j'en appelle plus au bon sens. Après, dans l'entretien du secteur Charlet, l'entretien est fait. Il faut aussi que les riverains fassent aussi l'entretien. Je pense notamment à Liévrette, qui passe à proximité de la rue Charlet. Il y a une très grande partie d'ailleurs de la rive, de Liévrette, qui appartient aux riverains. C'est à eux aussi d'assurer l'entretien. Pour la ville, la partie ville, quand on est propriétaire, on assure l'entretien. Maintenant, on fait des rappels régulièrement parce que c'est toujours pareil. Les gens râlent que c'est pas entretenu, mais quand ça leur appartient, ils ne nettoient pas non plus. Donc voilà, tout ça, il faut apprendre aussi. Il faut être tolérant, il faut tolérer un certain nombre de choses, il faut apprendre à vivre ensemble, et puis il faut respecter aussi autrui. Donc je pense que si on avait tout ça en tête en permanence, en disant voilà, par rapport à ce que je fais ou ce que je ne fais pas, ça peut me gêner, ou ça peut gêner mon voisin, ou celui qui est de passage, je pense qu'on vivrait d'une façon beaucoup plus, je veux dire cool. Yannick de Bourges City voudrait savoir si c'est possible un Burger King sur Bourges. Tout est possible, c'est une question de volonté d'un investisseur, on va dire privé, de pouvoir implanter un nouveau commerce de ce type-là sur Bourges. Il n'y a pas de difficulté, en tout cas, dès lors qu'on respecte la réglementation, le maire ne peut pas s'opposer à l'implantation d'un commerce. Quel que soit l'endroit, que ce soit en hypercentre ou en périphérie de la ville de Bourges. La prochaine question nous vient de Vanessa. J'habite le quartier de l'aéroport. Pourquoi les espaces verts autour du toboggan ne sont-ils pas entretenus? Voilà, même réponse que j'ai faite pour le Val-de-Rond. Donc maintenant, vous allez peut-être me dire que l'aéroport est un quartier qui est oublié, comme le Val-de-Rond pour la question juste avant. Entretenu, si. Alors après, c'est aussi peut-être une question de fréquence. Et comme je le disais tout à l'heure, on est dans une période là de printemps, forte chaleur et l'humidité. Alors c'est vrai que les herbes folles poussent très vite. Derrière les agents, ils sont là. On confie d'ailleurs même à des sociétés extérieures le soin aussi de nettoyer. Ces périodes-là, il faudrait presque qu'il y ait des agents tous les jours pour nettoyer. Malheureusement, nous n'avons pas les ressources pour pouvoir le faire. Bon, s'il y avait vraiment un cas précis, je vous le dis à vous, et comme j'aurais dit à l'internaute précédemment sur le Val-de-Rond, n'hésitez pas à solliciter notre service Castor, et qui à ce moment-là interviendra le plus rapidement possible. Alors Castor, je n'ai pas le numéro en tête, mais vous pouvez trouver son numéro sur le site internet. Numéro de téléphone, numéro vert, gratuit. Vous pouvez envoyer un courriel à Castor ou si vous le voulez,
Vous avez aussi l'application Castor Plus qui existe depuis quelques temps sur smartphone, si vous en avez un. Et puis si vous n'avez pas accès à tous ces moyens, n'hésitez pas, vous faites un beau courrier au maire de Bourges et je ferai en sorte que nous intervenions le plus vite possible. Une question de Mélanie maintenant. Dans quelle mesure et sous quelles conditions est-il envisageable de fleurir une façade de maison de ville, façade donnant sur un trottoir? Je ne souhaite pas déposer des pots sur le trottoir, mais plutôt j'aimerais planter à même le sol, engendrant ainsi de dégager une zone bétonnée le long de la façade, aussi mince soit-elle. Écoutez, implanter un pied de vigne, ça sera complètement d'actualité. Voilà, ça, moi, je vous engage à voir avec mon adjoint aux travaux, Philippe Mousny, parce que voilà, là pour le coup, il n'y a pas de réglementation. Alors, s'il en existe une, c'est de dire, dès lors que vous voulez mettre en place, enfin, implanter donc des fleurs ou des arbustes, je ne sais pas ce que vous voulez faire sur le domaine public, dès lors que vous êtes sur le domaine public, vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, il y a aussi un seuil de tolérance. On le voit d'ailleurs, hein, si vous allez vous balader dans la ville, vous voyez dans certains secteurs qu'il y a des plantations, des routes trémières qui sont implantées de temps en temps, des pieds de vigne, j'en parlais tout à l'heure, vous en avez en particulier rue Bourbonnoux, donc il y a encore cette possibilité, mais une fois encore, voilà, c'est du bon sens, c'est de la tolérance. Mais voilà, vous voyez avec mon adjoint aux travaux et puis il se déplacera et il verra avec vous sur place exactement ce que vous voulez faire et ça sera lui de prendre la décision de donner l'autorisation ou non de le faire. Mais bon, normalement, ça pourrait bien pouvoir se faire dès lors qu'effectivement tout ça soit raisonnable et raisonné. La question suivante nous vient de Yann. Est-ce que la foire Jacques Coeur aura lieu cette année et quand va rouvrir la Forestine place Cujas? Alors, les foires Jacques Coeur, oui. La date exacte, j'ai vu ça dans mon agenda puisqu'on m'a invité à l'inauguration. Je ne l'ai plus, mais pendant que je vous parle, je vois deux collaborateurs qui sont en train de s'affairer sur les agendas pour vous donner la date. Oui, et puis l'ouverture du bâtiment des Forestines, donc ça va demander un peu de temps, puisque voilà, ça y est, les experts ont réussi à se mettre d'accord, les responsabilités sont partagées, les assurances commencent à rembourser, je dis bien commencent à en rembourser, pas totalement. Aujourd'hui, vous savez que ce bâtiment est un legs qui a été fait à l'hôpital Dieu, donc qui appartient au centre hospitalier. Il y a un assistant de maîtrise d'ouvrage qui travaille sur le projet pour le réaménagement intérieur de ce site. Je pense qu'il faut bien imaginer encore 2 ans avant de pouvoir rouvrir complètement le bâtiment. Et voilà, et entre-temps, comme je vous le disais, j'ai la date des foires Jacques Coeur, elles démarreront le 23 juin et elles se termineront le 9 juillet. Et puis, comme il y a un peu de tradition, voilà, le prolongement peut avoir lieu jusqu'au 14 juillet. Voilà, j'espère vous avoir renseigné. La question suivante est posée par David. Est-il possible de créer une piste cyclable et piste piéton entre Bourges et la chapelle Saint-Ursin? Je vous dirais oui, pourquoi pas, mais voilà, pour être plus précis, bon, vous savez pas d'ailleurs que nous avons décidé de lancer un plan intercommunal, un plan vélo intercommunal, hein, qui va permettre de relier l'ensemble des communes de l'agglomération entre elles. C'est un projet qui avait été laissé en suspens depuis 2013, là, que nous avons exhumé donc, depuis l'année dernière. C'est un projet qui va coûter à peu près 10 millions d'euros. Donc c'est un projet qu'on va étaler sur plusieurs années, bien évidemment, donc porté par l'agglomération. Donc voilà, on en est aux pré-études de tracé. Bien sûr, chacun des maires des communes concernées va être sollicité pour trouver le bon endroit pour faire passer les aménagements, on va dire, en zone propre, hein, que ce soit vélo ou piéton. Bon, tout ça va se faire avec le temps, puis ça doit se faire aussi en collaboration avec d'autres projets, et je pense en particulier à celui du canal de Berry à vélo. Hein. Vous savez que c'est un très beau projet qui est porté par le syndicat de canal de Berry, hein, qui devrait s'apparenter à la Loire à vélo. Donc tout ça, voilà, ce sont des projets qui viennent se rapprocher les uns avec les autres pour faire quelque chose de cohérent et qui doit participer à la fois à l'amélioration, au développement d'autres méthodes de déplacement que les véhicules à moteur, et puis aussi participer à l'attractivité de notre territoire. 2 nouvelles questions de Kikou Cookies. Pourquoi ne pas installer les bancs vers la place Lewis Carroll?
Et aussi, je voudrais savoir pourquoi n'y a-t-il pas de barres de protection vers les habitations, car de nombreuses personnes tombent dans le lac. Moi-même, j'ai failli me noyer il y a 3 ans et heureusement 2 jeunes femmes sont venues à mon secours. Merci pour les 2 jeunes femmes. Ça vous permet de poser la question. Plus sérieusement, pourquoi implanter des bancs? Vous savez, le problème des bancs, c'est toujours le même. C'est-à-dire qu'en fait, on nous réclame de l'implantation de bancs, ce qui paraît tout à fait légitime, hein, à chaque fois justifié. Et d'un autre côté, il faut les implanter à un endroit qui ne risque pas de générer des nuisances. En particulier, des bancs au pied des immeubles. Ça peut être l'occasion de rassemblements, alors je vais dire de jeunes, mais pas forcément de jeunes, mais générateurs parfois de personnes qui génèrent du bruit, alors notamment quand il fait beau, hein, le soir on profite un peu de la fraîcheur et on se regroupe. Et puis d'aucuns mènent de la musique, d'aucuns parlent fort, et puis les riverains sont embêtés par le bruit et nous demandent assez rapidement d'enlever ces bancs. Donc c'est toujours une vraie difficulté. Donc ça, c'est des cas qu'il faut aussi traiter avec Philippe Mousny, adjoint aux travaux. On pourra regarder au cas par cas, mais je crois que là, l'implantation dont vous parlez, c'était justement à l'époque où j'étais adjoint aux travaux, on s'est posé la question de l'implantation ou non dans ce secteur-là. Votre deuxième partie de question, ah oui, c'est sur la sécurisation du lac. Vous savez, une fois encore, on ne peut pas à la fois avoir un lac et le sécuriser complètement. Vous imaginez le périmètre de ce lac est très long. Je sais que c'est une demande qui m'avait été formulée aussi il y a quelques années de mettre des barrières tout autour. C'est juste d'abord pas possible. D'abord, ça aura un coût énorme. Deuxièmement, d'un point de vue technique, c'est pas forcément simple à mettre en place. Troisièmement, je pense que ça changerait, ça dénaturerait complètement le plan d'eau. Voilà, moi, la seule chose que j'aurais tendance... On a dû mettre d'ailleurs quelques barrières dans les angles, autant que je me souvienne, si ma mémoire ne me fait pas défaut, à quelques endroits. Mais en tout cas, voilà, moi j'appelle plutôt à la prudence. Quand on court, quand on marche autour du plan d'eau, si on a peur de tomber à l'eau, on se met plutôt à l'intérieur, plutôt à l'extérieur du plan d'eau plutôt qu'au plus près. Si on a des enfants, faites attention, tenez-les par la main. S'ils sont à vélo, accompagnez-les bien, sensibilisez bien aussi aux risques, aux dangers. Mais voilà, on peut pas tout sécuriser et trouver des solutions techniques et financières à des risques qui, somme toute, sont relativement faibles si on fait preuve de prudence quand on est à proximité de l'eau. Donc voilà, on va, dans ce cadre-là, je tiens à rappeler les aménagements de la plage et de la base de loisirs que nous sommes en train de finaliser du côté sur le long du plan d'eau, hein, du côté des tennis et vers les bases de voile. On pourra se baigner donc à partir de cet été, si la météo est favorable bien évidemment, en tout cas les analyses sont bonnes. On va mettre en place des maîtres nageurs qui surveilleront la baignade pendant certaines périodes. Donc voilà, si on a des enfants, par exemple en bas âge, vaut mieux les amener sur ce secteur-là qui sera sécurisé, qui sera aménagé, où il y aura des sanitaires, où vous pourrez pique-niquer, plutôt que prendre le risque de les laisser à proximité d'endroits où effectivement il y a le risque de tomber. Mais voilà, il faut arrêter de vouloir trouver des solutions techniques à chaque fois qu'il y a un risque qui peut arriver une fois sur 1000. Voilà. La question suivante est posée par Marie. Je suis résidente du quartier mis dans le noir au titre des économies d'énergie. Ma maison se situe à l'angle de 2 rues. Un lampadaire devant a été neutralisé, ainsi que celui derrière la maison. Nous sommes dans le noir total et nous estimons être en insécurité alors que le square est éclairé. Il aurait été judicieux d'étudier les inconvénients liés à cette mesure. Ma réclamation a été transmise au service Castor. Que comptez-vous faire ? Écoutez, si vous avez transmis votre observation au service Castor, donc c'est très bien, c'était la bonne réaction. Voilà, on est sur un site pilote, hein. Nous avons donc décidé pour les autres internautes de tenter une expérience, d'enlever une ampoule sur 2 sur les candélabres, hein, toujours dans un esprit d'économie qui joue sur nos coûts de fonctionnement et sur les finances de la ville, en mesurant en même temps quel est l'impact réel, hein, en mesurant les consommations sur cette période-là pour voir si on diminue réellement en consommation. Alors c'est un peu compliqué parce qu'effectivement on a commencé à faire ça au printemps et c'est pas là où les éclairages sont les plus allumés bien évidemment. Alors maintenant il peut y avoir des points particuliers, hein. J'ai voulu surtout veiller à ce que tout ça se fasse aussi en assurant la sécurité. Vous l'avez évoqué, vous avez tout à fait raison, parce que certaines communes ont décidé de tout éteindre
dans leur ville. Moi, je respecte leur choix. Maintenant, effectivement, il peut y avoir des problèmes d'insécurité. Donc, on peut adapter éventuellement au cas par cas les choix qui ont été faits sur un candidat par rapport à l'autre, de manière à ce qu'on diminue cette consommation électrique et puis faire en sorte que l'éclairage soit suffisant pour pouvoir rentrer chez soi ou partir de chez soi en toute sécurité. Voilà, donc réflexe Castor, très bon réflexe. Nous revenons au lac d'Auron avec une question de Marco. Savez-vous quels seront les horaires de baignade surveillés à la plage du lac cet été? Écoutez, non, nous sommes en train de travailler sur le règlement. Il n'a pas été, d'abord, on est en train de travailler dessus, et il n'a pas été voté, donc il sera voté au prochain conseil municipal qui a lieu, je veux dire à la fin du mois, non pas à la fin du mois puisque nous sommes le 31 mai, mais à la fin du mois de juin. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc on ouvrira le plus possible, mais en faisant en sorte aussi, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir des surveillants de baignade, donc on ne peut pas mettre quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'abord, c'est un coût, puis en plus, on a des difficultés à trouver aussi des surveillants de baignade. Vous savez qu'il faut qu'ils soient diplômés, et c'est un problème qu'on a déjà sur nos piscines de recrutement. Donc voilà, on n'a pas pléthore de demandes, d'offres, en tout cas à l'emploi sur ce secteur-là. Donc c'est tout ça que nous allons regarder, de manière à ce que la baignade soit ouverte le plus longtemps possible pour que chacun puisse en profiter, mais d'une façon raisonnable aussi. La prochaine question est posée par Mélissa. Les déchets et leur gestion sont une grosse problématique. J'aimerais savoir pourquoi Bourges ne propose pas des solutions comme la mise en place de poubelles à mégots, des composteurs partagés dans les jardins publics, un ramassage de biodéchets. Si elle a l'intention de proposer ce genre de mesures, lesquelles et quand? Alors, vous savez, sur les cendriers, sur la voie publique, je pense qu'on va changer un peu notre politique. Au début, où il était interdit de fumer dans les espaces publics, donc ça date déjà de quelques années. Certains gérants de bars, par exemple, avaient mis des cendriers dehors. Et en fait, il y avait des associations anti-fumeurs qui s'étaient élevées à l'époque. Alors, je ne parle pas forcément à Bourges, c'était vrai à Bourges, mais c'était vrai aussi ailleurs. C'était soulevé en disant que c'était de l'incitation à fumer en mettant des cendriers apparents. Bon, voilà. Les choses rentrent un peu dans les mœurs aujourd'hui, le temps passe, vous savez, il faut toujours du temps pour accepter les changements. Et c'est une réflexion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, parce que je me trouvais ailleurs qu'à Bourges, et j'ai pu constater effectivement qu'il y avait des cendriers comme mobilier urbain qui étaient en place. Donc je pense qu'on va commencer à en implanter. Alors évidemment, on va nous dire qu'il n'y en a jamais assez, et puis là on va les mettre, ça va pas être terrible, mais enfin en tout cas, voilà, je crois qu'il faut qu'on ait cette démarche, en tout cas, de manière à ce que la ville soit plus propre. Alors après, quant à la gestion des déchets, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin de là où on va aujourd'hui, sauf qu'on n'est pas au bout de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire notre tri actuellement, tel qu'il est fait, n'est pas suffisant, et on a une vraie marge de progression. Le tri sélectif n'est pas suffisant et pas suffisamment bien fait. C'est la raison pour laquelle il y a eu notamment des réunions d'information qui ont eu lieu sur l'ensemble des communes de l'agglomération, dont Bourges. C'était à l'automne dernier, puis ça a débordé, je crois, à Bourges, c'est plutôt au début de cette année, sur le compostage. D'ailleurs, en fait, ces réunions ont eu un gros succès, puisqu'il y a eu un taux de participation très important. Et ça, ce sont des démarches assez simples. D'ailleurs, c'est des démarches que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai vu mes parents et mes grands-parents pratiquer. Au fond du jardin, on mettait une caisse et puis on venait mettre les épluchures. Tout ce qu'on met aujourd'hui, ou ce que certains mettent aujourd'hui dans les poubelles vertes. Alors, il se trouve que dans les poubelles vertes, on les remplit. On les remplit parfois trop de déchets qui ne devraient pas y être, en fait. Et puis le tri, parce qu'au bout de la chaîne, récupérer ces poubelles vertes et devoir trier derrière, c'est un coût. Forcément, c'est un coût d'exploitation. Donc voilà, la première étape, c'est de dire, trions déjà mieux selon le tri qu'on a aujourd'hui, qui est un tri quand même relativement simple, mais on a une vraie marge de progression. Et puis après, quand on sera arrivé au bout du banc, comme on dit, on passera peut-être par une autre étape. Mais une fois encore, là, je crois que c'est du bon sens. Vous savez, dans les poubelles jaunes, pourtant, c'est quelque chose qui est assez simple, ce qu'on doit mettre dans la poubelle jaune et ce qu'on doit mettre dans la poubelle verte. Si vous saviez le nombre de gens qui ne comprennent pas ou qui ne respectent pas, et pourtant c'est simple. Donc je crains aujourd'hui que si on voulait aller dans un tri encore plus sélectif,
on ira à l'échec parce qu'on ne sait déjà pas faire les choses simples. Alors commençons par les choses simples, faisons-les bien, et puis quand on sera arrivé à optimiser ce type de tri, eh bien on ira une fois encore un peu plus loin. Une question de sécurité de Vanessa. La police municipale pourrait-elle passer aux heures de sortie de l'école Maryse-Bastier, primaire et maternelle? Les gens se garent n'importe comment et même sur les emplacements handicapés. Oui, c'est possible. Sauf que les parents d'élèves ne seront pas d'accord, surtout ceux qui se garent sur les trottoirs, parce que ça c'est du vécu, hein, c'est ce que je vous dis, c'est du retour d'expérience. C'est souvent d'ailleurs les parents d'élèves qui demandent à ce que la police municipale se déplace pour verbaliser, mais quand ils sont aussi parents d'élèves et qu'ils se gardent mal, ils veulent de la tolérance, hein, c'est souvent le cas. Voilà. Donc on ne met pas de la police municipale partout, et bon, une fois encore, on veut mettre en place des solutions pour vaincre l'incivilité des gens, et en l'occurrence, ce sont des parents d'élèves qui ont des enfants, et qui le jour où l'enfant va se faire bousculer parce qu'il ne pourra pas marcher sur le trottoir sur une voiture qui sera garée et ira sur la rue, évidemment, ça sera de la faute des autres. Donc voilà, de la tolérance. Vous savez, quand il y a des papas ou des mamans de trafic qui sont là aussi, faiblement rémunérés, je veux le dire aussi, mais qui ont parfois besoin de ça pour vivre, et qui sont là pour assurer la sécurité à travers ces piétons. Excusez-moi l'expression, mais ils se font engueuler par les parents d'élèves. Donc c'est pour ça qu'on en a de moins en moins d'ailleurs, hein, de volontaires. Donc voilà, il faut... Alors après, il y a aussi quelque chose que m'avait enseigné mon prédécesseur Serge Pelletier au début du mandat précédent, en fait mon premier mandat. Il m'avait dit, tu sais, une chose est certaine, c'est plus il y a le bazar devant une école, plus la circulation est sécurisée. Et ça se comprend parce que dès lors qu'il y a des voitures qui se garent mal ou qui déposent un enfant, ça bloque la circulation. Et pendant ce temps-là, les voitures ne roulent pas vite. Donc les risques de collision, notamment avec un enfant, n'existent pas. Bon, voilà, donc c'est le sage qui avait parlé à l'époque. Hein. C'était sur une expérience, un aménagement qu'on avait fait en collaboration avec ma collègue qui était à l'enseignement à l'époque devant l'école Beaumont, pour tout vous dire. Et voilà, mais voilà, on ne peut pas mettre d'ailleurs la police municipale partout. Puis je vous assure, je crois qu'elle serait vraiment malvenue. Voilà ce que j'ai à vous répondre. Alors la question suivante est posée par Jeff. Que pensez-vous faire suite aux gros soucis au Bigarel? Gros soucis au Bigarel et des soucis ailleurs, hein, sur la ville de Bourges. Il ne faut pas stigmatiser les quartiers. Alors je suppose que vous parlez des problèmes d'incendie, de voitures, de poubelles et d'incivilité d'une façon générale. Donc ne stigmatisons pas les quartiers, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la ville connaît maintenant, je dirais, un peu partout, des phénomènes d'incivilité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, on fait déjà. Hein, on fait déjà parce qu'on implante des caméras de vidéoprotection partout dans la ville. Hein. Je rappelle que notre objectif qu'on avait fixé, c'était 100 caméras de vidéoprotection d'ici la fin du mandat, donc nous sommes quasiment à 100 à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Nous travaillons en vraie collaboration aussi avec la police nationale et la police municipale. Hein. On a eu encore l'exemple hier après-midi d'un agent de police municipale qui s'est fait agresser et l'agresseur s'est fait reprendre par la BAC hier soir. Donc il y a un vrai travail de collaboration et d'enquête. Les enquêtes sont en cours, il y a des arrestations qui ont déjà eu lieu. Hein. J'ai vu le rapport de la police municipale qui m'est arrivé ce matin sur la journée d'hier. Il y a 2 incendiaires de poubelles qui ont été pris. Voilà, donc voilà, les choses suivent leur cours. Parfois, il faut un peu de temps, il faut trouver des indices, il faut recouper les éléments dans les enquêtes, et puis voilà, on arrivera à nos fins. En tout cas, aucun quartier de Bourges sera une zone de non-droit. Aucun secteur de Bourges sera une zone de non-droit. Les verrouillés ont légitimement le droit de vivre en paix. Et en tout cas, sachez que nous mettons tous les moyens, quand je dis nous, d'une façon collective, tous les moyens, pour faire en sorte que cette ville reste paisible, et on sera intransigeant là-dessus. La prochaine question nous vient d'une personne avec un pseudo amusant, une 4L de Berrichon. L'année prochaine, nous participons au 4L Trophy 2018 et nous aimerions avoir un partenariat avec la ville de Bourges. Est-il possible de faire ce partenariat?
Écoutez, d'abord, il faudra formuler votre demande d'une façon officielle par courrier. Je vous le dis très clairement, aujourd'hui, nous sommes sollicités sur ce genre d'événements que je trouve d'ailleurs très bien, d'abord parce que ça crée une équipe, ça crée un projet, et puis participe aussi à l'attractivité de notre territoire. Hein, quand avec votre 4L, vous allez parcourir des déserts ou d'autres secteurs, mais nous sommes tellement sollicités que voilà, nous préférons refuser. Maintenant, il peut y avoir des partenariats privés et d'autres qui peuvent éventuellement vous aider. Et c'est d'ailleurs ni la compétence de la ville de Bourges, ni d'ailleurs la compétence de l'agglomération, parce qu'on me questionne aussi en tant que président de l'agglomération pour aider donc à ce genre d'événement. Malheureusement, on ne peut pas répondre, je vous ai expliqué pourquoi. Mais faites quand même votre demande sur un moment de faiblesse, peut-être que... La question suivante nous vient de Valérie. Quid du déploiement de la fibre optique? Dans un même quartier, certaines maisons sont éligibles et d'autres non. Est-ce dû dans certains cas à la nécessité d'une installation aérienne au travers de poteaux électriques pour lesquels une convention entre Orange et EDF doit être signée? Eh bien, vous posez la question, puis vous avez la réponse. Très bien, merci. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, on a des zones, je vous rappelle que le schéma, il y a 5 zones qui ont été définies sur la ville pour le déploiement de la fibre optique. Zone 1, zone 2, on me dit que c'est fini. Alors, c'est presque fini. Alors, c'est fini pour tout ce qui est en souterrain. Il reste, comme vous le dites, le passage à la fibre en aérien, puisque dès lors que des gaines existaient en souterrain, donc on a pu, les entreprises Orange, surtout les sociétés à qui ils ont sous-traité l'activité ont pu passer en souterrain. Mais dès lors que ce n'est pas le cas, il faut passer en aérien. Alors pour ça, ça me semblait simple, mais ça semble compliqué. Et mon vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on me questionne, j'habite au numéro 97 de la rue du Pont, quand est-ce que j'aurai la fibre? Quand je questionne Orange, on me dit, je ne sais pas vous répondre, c'est compliqué. Bon, mais ce n'est pas une réponse. Ouais. Donc voilà, j'ai demandé à Kevin Guéguen, qui est en charge notamment le développement de la fibre sur la ville de Bourges, de prendre l'affaire en main d'une façon sérieuse. Donc les choses sont claires maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on a identifié, il a enfin toutes les zones, alors sur les zones qui ne sont pas équipées pour l'instant, toutes les zones qui nécessitent de passer en aérien, c'est le premier point. Deuxièmement, pour chacun des secteurs, c'est-à-dire si c'est entre le 97 et le 115 de la rue du Pont, donc je veux savoir s'il faut passer en aérien, y a-t-il des poteaux électriques qui sont présents? Si oui, il faut faire une demande à Enedis pour savoir si les poteaux sont capables de soutenir en fait une charge complémentaire. Si oui, à ce moment-là, Orange peut développer la fibre en aérien. Sinon, il faudra implanter des poteaux supplémentaires. Ça, c'est la charge de la ville de Bourges, financièrement. Donc là, on doit le faire. Donc voilà, on a tout un plan. On sait ce qu'il reste à faire, ce qui est déjà pas mal, ce qui n'était pas le cas il y a un mois. On sait ce qu'il reste à faire. Et maintenant, Kevin Guéguen regarde tous les 15 jours avec Orange et Enedis pour s'assurer que, ou ligne à ligne, les choses avancent. Voilà. Donc c'est ce qui peut expliquer que, moi j'ai un cas précis dont on me parle régulièrement, le chemin de Villeneuve. Le chemin de Villeneuve est équipé à 80%, voire 90% en fibre optique depuis au moins 2 ans, mais par contre, le bout du chemin de Villeneuve, devant passer en aérien, les choses ne sont pas faites pour l'instant. Voilà. La question suivante est posée par MB Commerçant. Pourquoi n'y a-t-il qu'une partie du centre commercial de la chancellerie qui soit nettoyée? Nous payons tous des charges pour cela. Écoutez, je suis très étonné sur ce sujet-là, parce qu'en fait, normalement, c'est un prestataire qui nettoie la totalité du centre tertiaire et commercial. Donc, je vous conseille de me faire un petit email, par exemple, personnellement, et puis je regarderai avec les services ce qui peut se passer, mais je ne mets pas en doute ce que vous me dites, mais je suis très étonné que ça se passe ainsi. Donc, il faut peut-être qu'on vérifie que la prestation auprès de la société qui fait ce genre de travail, que la prestation qui est demandée par l'agglomération soit bien réalisée, qu'on vérifie bien qu'elle soit correctement réalisée. La question suivante, posée par Sylvain. Quand la rocade verte sera-t-elle terminée, s'il vous plaît? Jonction Moulon-Saint-Doulchard. Alors, bientôt. Je vais faire comme tout à l'heure pour la fibre optique, mais c'est compliqué. On a le problème que l'on a aujourd'hui, c'est la jonction, on va dire plutôt de Tavernier jusqu'à Saint-Doulchard, la route de Béribouille, la reprise de la rocade à cet endroit-là. Le point dur aujourd'hui, il est, on va dire, le long de l'avenue des Prés-le-Roi, je veux dire entre la voie ferrée et puis l'avenue des Prés-le-Roi. Alors pourquoi il y a un point dur? Parce qu'il y a l'entreprise de transport Roudré qui se situe là.
qui est sur Saint-Loup-de-Char, je crois en partie, ou à cheval en tout cas entre les deux communes, entre Bourges et Saint-Loup-de-Char. Et puis aujourd'hui, on avait posé la question de savoir si on pouvait prendre une emprise sur ce terrain. On l'aurait bien sûr acheté, de manière à pouvoir faire passer cette rocade verte. Malheureusement, ça n'a pas été possible parce qu'il y a des rayons de giration que doivent utiliser les semi-remorques dans cette entreprise qui poseraient un problème si on empiétait. J'ai rencontré donc M. Goudray la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, je veux dire, pour exhumer un peu ce dossier, pour lui proposer d'ailleurs une implantation à l'extérieur de ce site-là. Il convient qu'effectivement ce site n'est plus approprié. En plus de ça, on va dire en centre-ville, c'est pas l'hypercentre, mais faire venir des semi-remorques et des camions dans ce secteur-là, c'est quand même pas le top, comme on dirait aujourd'hui, et de voir avec lui une proposition d'implantation en dehors, alors peut-être au niveau de l'échangeur d'autoroute, enfin dans ce secteur-là, ou sur des zones d'activité en tout cas, d'une façon générale. Et voilà, donc le dossier est en cours de traitement, et dès lors qu'on aura trouvé un terrain d'entente, à ce moment-là, on pourrait soit racheter le site ou voir si un privé pourrait être intéressé par le site, et en tout cas, on prendra cette emprise qui nous permettra effectivement de faire la liaison entre le Moulon, Tavernier, en passant sous le pont Noir et en récupérant donc le long de la voie ferrée, en passant sous le pont de Saint-Loup-de-Char, pour récupérer donc la route de Béribou et pouvoir traverser pour récupérer le tronçon qui a été fait qui mène au Prado. Une question de voirie venant de La Perche. Quand avez-vous l'intention de refaire le revêtement de la rue Barbès ? Ça dépend. Ça dépend des événements qui peuvent arriver. Alors, je ne vous en dirai pas plus. Aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. On budgète le revêtement tous les ans, depuis l'an dernier. Et peut-être qu'à un moment donné, on va être contraint de le faire. Bon, je ne vous en dis pas plus. Ça dépend des événements qui sont en cours de négociation. Une nouvelle question sur la baignade au lac venant de Marion. À quelle date pourrons-nous nous baigner dans le lac ? Si tout va bien, au 1er juillet, s'il fait beau. En tout cas, voilà. Donc les travaux devraient être terminés donc, au mois de... normalement 15 juin. On est au trait, donc je vais faire le point avec Philippe Mousny demain. On va se laisser une quinzaine de jours pour mettre, je dirais, parce qu'il y a les travaux, puis il y a les aménagements un peu autour, pour rendre le coin un peu sympathique, mais qu'il l'est déjà. Hein. Il y a une dizaine de jours, je vais faire un peu un tour du plan d'eau. Pas en courant, rassurez-vous, je ne peux plus, mais en tout cas en marchant, et je me suis arrêté sur la plage, et c'est déjà très sympa. Les aménagements qui sont autour avec les coins, le coin pique-nique est assez sympa. Et puis donc entre le 15 juin et le 1er juillet, donc on va finaliser un peu l'aménagement autour, et au 1er juillet, nous avons l'autorisation d'enclencher la baignade. Nous aurons les maîtres nageurs pour surveiller. Alors maintenant, il faut espérer qu'il fasse beau. Alors la question suivante est posée par Sylvain. Quels sont les critères à remplir afin qu'un ralentisseur de rue ou un radar fixe soit installé ? Dans le quartier de l'hôpital Jacques-Cœur, avenue François Mitterrand, la circulation est dense et la limitation de vitesse rarement respectée. Il est souvent délicat, voire même dangereux de sortir de chez soi, sans compter les nuisances sonores liées à la vitesse excessive. Oui, alors d'abord résoudre le problème des radars fixes, ça va être très rapide. C'est pas la responsabilité de la ville de Bourges, c'est la responsabilité de l'État. Donc c'est l'État qui décide d'implanter ou non des radars fixes. Il nous demande d'ailleurs en fait notre préconisation, les zones accidentogènes, enfin ces secteurs-là pour pouvoir implanter. En tout cas, c'est une décision de l'État qui se fait en collaboration avec nous, mais en fait c'est leur responsabilité. Après sur les vitesses. Voilà, les vitesses, d'abord, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est de vérifier quelles sont réellement les vitesses pratiquées. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle des comptages qui nous permettent de vérifier si les vitesses moyennes pratiquées sont bien au-delà des vitesses tolérées. Évidemment, on écrète, hein, des fois, vous savez, celui qui a décidé de rouler à 90 ou 100, mais on ne peut rien y faire, malheureusement, à part l'enfermer. Donc, mais d'une façon générale, on regarde les moyennes, et si les moyennes ne sont pas, on va dire, au-dessus de la moyenne tolérée, donc il n'y a pas d'intervention particulière. Deuxième chose, une fois qu'on a fait ces comptages, on peut, et puis qui sont corrects, on implante normalement un radar pédagogique. Alors là, on en est propriétaire, on implante un radar pédagogique. Ça incite ou ça rappelle aux bonnes pratiques.
Malheureusement, en tant que le radar est là, il est relativement efficace. Dès lors qu'on l'a enlevé, au bout de 15 jours, c'est comme s'il ne se passait rien. Troisième solution, c'est du curatif. Voilà. Aujourd'hui, la police municipale possède un radar, un cinémomètre, un radar comme possède la police nationale. Et donc, nous pouvons le mettre en place, nous le mettons déjà en place dans des secteurs justement où on a constaté que les vitesses moyennes pratiquées étaient élevées. Et puis, on verbalise. Je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, parce que les solutions techniques qui consistent à dire on met des ralentisseurs, on met des chicanes, ça ne convient pas, ça fait du bruit, ça perturbe la circulation. Alors, je veux dire, ça ne convient pas partout, et notamment dans les secteurs que vous citez, la rue François Mitterrand, où il y a un flux de circulation qui est quand même important et continu. Et dès lors qu'on met ce type d'équipement, d'abord on ne solutionne pas forcément le problème, et puis on génère plus de jeunes qu'on peut l'imaginer. Donc voilà, les 3 méthodes. Moi, je vous invite aussi à me faire un petit email ou faire un email à l'adjoint aux travaux pour le sensibiliser là-dessus. Et puis voilà, on mettra en place les 3 opérations dont je vous ai parlé à l'instant. La prochaine question est posée par Michael. Qu'allez-vous faire rue de Ron pour assurer la sécurité des riverains et des commerçants? Alors c'est un sujet que prend à bras-le-corps Philippe Mercier, qui est adjoint au commerce, à l'artisanat et à la prévention sécurité. Donc d'ailleurs, il s'est déplacé à plusieurs reprises dans le secteur. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un travail de prévention et de réflexion d'un plan à mettre en place avec la police municipale et la police nationale, de manière à faire en sorte d'abord de faire respecter la réglementation pour certains commerçants. Alors quand je dis certains, il n'y a pas forcément un S à certains, et donc pas commerçants non plus, d'une part. D'autre part, de faire en sorte que les bruits nocturnes soient moins présents, et puis que d'autres activités qui ne sont pas forcément licites, je vais dire ça comme ça, ne cessent de se pratiquer dans ce quartier. Voilà, donc le travail est en cours de préparation, et les opérations vont bientôt avoir lieu. La question suivante est posée par Deschery. L'équipe du service des urgences du centre hospitalier de Bourges et la communauté médicale signataires d'un manifeste sont dans l'incompréhension et l'inquiétude sur le non-renouvellement de la chef de ce service. Cela va conduire à détruire une équipe, mais aussi l'ensemble de la structure de soins et détériorer l'offre de soins aux usagers de l'agglomération dans le cadre de l'urgence. Que peut-on faire ? Alors je dirais que c'est hors compétence locale, ce n'est pas l'objet de ce chat vidéo qui concerne la ville. Tout simplement, moi je vous invite je pense que ça a déjà été fait d'ailleurs, à prendre la tâche de la directrice de l'hôpital qui gère ce sujet-là. Ce que j'ai cru savoir, c'est qu'en fait la chef de service arrivait en fin de mandat par rapport à la fonction qu'elle avait, et donc par rapport, et là je répète que ce que l'on m'a dit cet après-midi, pour des aspects, non pas forcément de travail en tant que tel, mais de respect, de comportement, et voilà, moi c'est pas moi qui en jugerai, et une fois encore la directrice de l'hôpital vous en dira beaucoup plus que moi, d'une façon sans doute plus juste. Le choix a été fait de changer d'affectation, ce qui correspondra, je peux le dire aussi, en salaire, ça ne changera strictement rien, et puis de remplacer cette chef de service par un autre médecin. La question suivante est posée par Jeff. Comptez-vous faire votre travail d'officier de police judiciaire contre l'affichage sauvage, surtout en ce moment avec les élections? Je parle aussi des syndicats. Je vois que vous suivez mes pages Facebook. Oui, bien entendu, puisqu'en fait, j'ai commencé par la méthode douce, rappeler, on va dire, le bon sens, le respect de la ville, le respect des agents, le respect des agents municipaux, le respect des finances publiques. J'ai interpellé en particulier aussi un candidat en direct, après avoir agi de façon globale, qui m'a assuré, ce candidat, de faire le nécessaire pour enlever les affiches qui avaient été mises d'une façon sauvage. Bon, rien n'a été fait. Donc maintenant, on va changer de méthode, c'est-à-dire qu'on va identifier partout l'affichage public n'est pas bien fait. C'est vrai, pas pour tous les candidats. En tout cas, j'en ai repéré 2.
qui pratiquent. D'ailleurs, dans la ville et ailleurs que dans la ville, d'ailleurs, hein, puisque j'ai pu constater vendredi dernier, alors que j'allais sur une autre commune de l'agglomération, que la pratique était aussi de mise. Voilà, on va faire enlever ces affiches d'une part, et puis d'autre part, on va facturer aux candidats ce que ça nous coûtera. Ça me paraît la moindre des choses. Alors d'ailleurs, c'est très curieux, hein, les deux candidats. Alors, comme je le disais dans mon post hein, sur Facebook, je veux pas faire de politique sur ces sujets, mais comme par hasard, ce sont deux candidats qui croient détenir, je dirais, le privilège du social, le privilège à défenseur des salariés, et comme ils disent, il y a des masses populaires, et c'est eux qui pratiquent justement ce type d'affichage sauvage. Donc je trouve ça complètement incohérent. Et d'ailleurs, ça serait d'ailleurs sur un bord politique différent et plutôt se rapprochant de mon côté, j'aurais la même attitude. Je trouve que voilà, on est dans une ville, elle doit être respectée, une fois encore, parce que je trouve que pour l'image de la ville, c'est sincèrement pas chouette. Une fois encore, ce sont des agents qui doivent nettoyer, donc je trouve que les agents, ils ont suffisamment de travail, c'est pas peine de leur en donner davantage, et puis derrière c'est un coût, et c'est l'argent public, et c'est l'argent des impôts. C'est votre argent, en fait, qui est dépensé à ça. Donc voilà, donc effectivement, vous avez raison. Et puis pour les syndicats, c'est la même chose. Pour les syndicats, c'est la même chose. Bon, je trouve intolérant et intolérable, surtout, plus intolérant qu'intolérable, qu'on puisse souiller la ville sur des mobiliers urbains par des autocollants, sous prétexte qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas d'accord. Vous savez, il a été mis il y a quelques années des panneaux d'affichage libre. Je ne trouve pas ça très beau entre nous, mais enfin en tout cas, bref, ils existent. Et ben, c'est un moyen pour exprimer son mécontentement ou faire part d'une manifestation sans venir souiller les mobiliers urbains de la ville de Bourges. Je trouve qu'on a une jolie ville et c'est pas peine à rajouter. Et à côté de ça, vous voyez, vous avez des gens comme tout à l'heure, des internautes qui me disent eh ben, la ville n'est pas nettoyée, il y a l'herbe au pied du toboggan qui n'est pas enlevé. Ben, je suis désolé, moi je tolère plus un peu d'herbe au pied d'un toboggan plutôt que des affiches qui viennent souiller les mobiliers urbains. La question suivante est posée par Mélissa. La pollution lumineuse est très présente actuellement dans les villes, y compris à Bourges. Quelle va être l'action de Bourges sur cette question, notamment au niveau des vitrines de magasins, de panneaux de publicité qui restent allumés? Vous avez parlé de votre programme pilote visant à supprimer un éclairage sur deux. C'est une bonne initiative. Peut-on espérer que cela se propage sur toute la ville? Alors, pour les éclairages, alors on n'est pas sur une ville qui est très suréclairée. Hein. Il y avait une enquête qui avait été faite il y a... Je ne sais pas si j'étais maire à l'époque, mais en tout cas, je veux dire, il y a 3-4 ans, enfin peu importe. Et notamment, la question était posée de l'éclairage de la cathédrale, du palais Jacques-Cœur, enfin, et puis des vitrines. Donc globalement, c'est vrai que la question doit se poser, mais on n'est pas sur une ville qui est suréclairée. Bon, malgré tout, il y a sans doute des choses à faire. Alors, sur ce qui est des commerces, une fois encore, c'est de la responsabilité privée. Hein. La ville ne peut pas intervenir dans le domaine privé. C'est la responsabilité donc des commerçants, des gérants en particulier, d'éclairer ou non. Donc des fois, ça justifie aussi un éclairage, ça sécurise aussi les vitrines. Donc voilà, après, c'est aussi leur problème. Alors en ce qui concerne la collectivité, ce qu'on peut faire nous, bon, d'une part, on a un programme aussi de remplacement de candélabres qui a lieu chaque année. C'est vrai que vous pouvez constater encore en ville, il existe encore quelques candélabres qui éclairent les oiseaux, comme on dit. Hein. C'est souvent d'ailleurs des candélabres qui ont été mis à l'époque par des investisseurs, hein, par des lotisseurs, par des pavillonneurs. Et puis, à l'époque, on ne se posait pas trop ce type de questions. Et puis, voilà, donc au fur et à mesure, on a des plans d'investissement qui permettent de remplacer ces candélabres. Il faut du temps, parce que ça coûte relativement cher. Et en même temps, on en profite pour remplacer les ampoules, on va dire traditionnelles, par des ampoules LED, dès lors que les candélabres supportent des ampoules LED, ce qui permet d'abord de mieux éclairer en qualité, pas forcément en surface mais en qualité, et puis de consommer beaucoup moins, et puis faire en sorte qu'il y ait moins de changements d'ampoules, donc ça coûte beaucoup moins cher au niveau des changements, puisqu'il y a moins de fréquences d'ampoules. Et puis, pour votre deuxième question, est-ce qu'on va déployer cette opération d'enlever une ampoule sur deux? Je dirais oui, en tout cas, si on montre que
que le sujet est efficace, une fois encore en veillant à la sécurité des biens et des personnes. L'objectif, c'est aussi effectivement développer dans l'ensemble des quartiers. Tout ça, je le rappelle, on le fait aussi en collaboration, par validation avec la police nationale, puisqu'en fait, c'est elle aussi qui assure la sécurité, notamment la nuit. Voilà, s'il y a des secteurs, on va dire, un peu plus, entre guillemets, chauds, voilà, la question doit se poser de savoir est-ce qu'on peut réduire effectivement l'éclairage public ou non. Donc voilà, tout ça se fait aussi en concertation, d'une façon intelligente, mais en tout cas, voilà, il y a une source d'économie, une fois encore, sans risquer de mettre en sécurité les biens et les personnes. Donc vous savez, on est à la chasse aux économies, et tout ce qu'on peut trouver, on le met en place. Une question de Cyril maintenant. Le centre commercial Avaricom va-t-il ouvrir de nouvelles boutiques ? Posez-leur la question, moi c'est pas de ma responsabilité. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de cellules qui sont vides. Ce qui reste, ce sont des petites cellules. Voilà, il faudrait plutôt que vous preniez contact avec le directeur du centre commercial Anthony Pinon. Probablement, maintenant, vous savez, c'est un centre commercial qui s'est très vite rempli. Alors moi je répète aussi, je ne suis pas un spécialiste, je répète ce qu'on me dit, c'est très vite rempli parce qu'en moins d'1 an il était rempli à 85% des surfaces, ce qui est juste exceptionnel pour un centre commercial. Maintenant il reste, s'il en reste 10% ou peut-être moins, voilà, il faut trouver des acquéreurs potentiels qui peuvent être intéressés pour venir sur le centre Avaricom. Maintenant vous pouvez consulter la page Facebook d'Avaricom et puis vous aurez peut-être des pistes. Vous avez peut-être des pistes. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie réussite. C'est une vraie réussite ce centre Avaricom, d'abord parce qu'il fonctionne bien, contrairement à ce qu'on entend dire ici ou là, qui fonctionne très bien, qui a permis de pérenniser les commerces de centre-ville, voire les redynamiser, qui apporte aussi une offre complémentaire. Je pense notamment, sans faire de la publicité à Monoprix, qui a une offre alimentaire de centre-ville, qui est en plus de qualité. Entre autres, Monoprix ne fait pas que ça, mais en tout cas. Et c'est vrai que ça favorise aussi la réintégration des logements de centre-ville. Ça fait en sorte aussi, pour ceux qui habitent déjà, d'éviter de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses à l'extérieur, en périphérie. Et puis ça crée une dynamique dans la ville. Donc c'est une vraie réussite. Une question de Jack. Il faudrait mettre quelques bancs sur le parcours des marais pour les personnes âgées ou toute autre personne qui voudrait se poser. Écoutez, c'est une bonne proposition. Je vous conseille de soumettre cette proposition, ou alors on va le faire nous, on va prendre note. Oui, vous pouvez prendre note. Pour soumettre cette idée au conseil de quartier qui gère en particulier les marais. Il n'y a pas que les marais, mais enfin en tout cas les marais. Ils travaillent aussi en concertation avec les associations de maraîchers. Donc ça peut être un vrai bon sujet. Bon, après, c'est comme la question sur les bancs qui m'a été posée tout à l'heure. Il va falloir trouver les bons endroits parce que tout le monde en voudra, sauf devant chez soi. Bon, même si on n'habite pas dans les marais, la plupart du temps au cœur des marais, mais en tout cas, il faudra trouver les lieux d'implantation. Je trouve l'idée plutôt bonne parce que c'est un bon lieu de balade et qui nécessiterait effectivement qu'on puisse se poser de temps en temps et s'asseoir. Voilà, donc bonne question pour le conseil de quartier. Monsieur Hervé Lantoine, je ne sais pas s'il me regarde, mais en tout cas, vice-président du conseil de quartier, va avoir ce sujet à traiter avec ses conseillers de quartier. La question suivante est posée par Nicolas. Qu'allez-vous faire pour les campings sauvages sur Asnières ? Alors, ce n'est pas des campings sauvages. Je crois que si vous voulez plutôt parler des gens du voyage qui sont en train de s'implanter, parce que je ne crois pas qu'on en soit au camping sauvage. Je saurais parce que j'ai vu Marie de Lisvavec cet après-midi, et donc elle m'a dressé au moins 15 points sans lui demander, donc elle m'aurait parlé du camping sauvage. Non, il y a des gens du voyage, effectivement, qui s'implantent sur la ville actuellement. Plaine du Moulon, il y en a sur Asnières, il y en a aussi avenue de Robinson, je crois savoir. Voilà, ce sont notamment des gens qui sont de passage, qui sont des gens d'ailleurs très, très corrects, qu'on a rencontrés d'ailleurs depuis quelques jours, qui saluent d'ailleurs de leur obol, enfin de leur location d'utilisation de domaine public.
J'ai vu tout à l'heure passer une enveloppe. Donc c'est très réglo. On sait quand est-ce qu'ils vont partir, chacun, et à chaque fois qu'on tombe sur cette communauté, ça se passe plutôt bien, surtout à cette époque en fait, puisque c'est des gens qui sont que de passage. Donc ils savent quand est-ce qu'ils arrivent, ils savent quand est-ce qu'ils partent, donc les choses se passent bien. Quand il y a des dégradations, d'ailleurs la plupart du temps ils nettoient, donc voilà, les choses se passent plutôt bien. Donc sur Asnières, rassurez-vous, Marie-Odile Svabec et Janine Auclair sont sur le sujet. Elles m'en ont parlé cet après-midi. La prochaine question est posée par Jean-Marie. Bourges pense-t-elle développer les pistes cyclables sur le même modèle que celle du boulevard Gambetta? Exemple, passer la moitié de la rue Jean Baffier en sens unique, entre la cathédrale et le lycée Pierre-Émile Martin, partie riche en écoles et passages d'enfants, et mettre un double sens cyclable sur le même modèle qu'évoqué précédemment. Alors, je ne sais pas si vous étiez à Bourges il y a 20 ans, 20-25 ans. Si vous étiez peut-être jeune, je ne connais pas votre âge, et puis à la limite, je ne veux pas le savoir. La rue Jean Baffier était mise en sens unique pendant une période, justement, sur ce secteur-là. Tant que je me souvienne, c'était entre la clinique et puis ce qui n'était pas à l'époque le rond-point des 8 mai. Et ça dura 3 mois, parce qu'en fait, il y a une levée de bouclier sur ce sujet-là. Donc c'est la raison pour laquelle mon prédécesseur a dû faire machine arrière. Ce n'est pas si simple que ça. Changer le statut d'une rue, mettre une rue à double sens, en sens unique, c'est toujours très très périlleux. Surtout pour les gens qui habitent. Les gens qui habitent pas, ça leur pose pas de problème. C'est surtout pour les gens qui habitent. Alors on vous donne des tas d'explications. Si vous êtes du bon côté de la rue, enfin du bon côté du sens unique, ça pose pas de problème. Mais si vous êtes à l'autre bout, ça vous oblige de faire le tour pour rentrer chez vous avec votre voiture. Et vous comprenez, monsieur le maire, vous voulez une ville propre et puis qui pollue pas, mais vous nous obligez à faire 200 mètres avec notre voiture. Enfin, le discours, je peux vous le refaire autant que vous voulez. Donc le changement de statut d'une rue, c'est quand même très très compliqué et très touchy si je utilisais les termes d'aujourd'hui. Bon, maintenant sur les aménagements cyclables du type boulevard Gambetta ou du type boulevard Foch aussi, donc on est en train de réfléchir à généraliser sur d'autres voies et en particulier sur la partie boulevard d'industrie, tout ce boulevard de l'industrie, pas d'avenir, boulevard de l'industrie, je dis bien, en montant jusqu'au boulevard Joffre, d'abord pour réduire le nombre de voies de circulation, parce qu'elles sont très probablement plus adaptées, puisqu'en fait, même si on a de la circulation, supprimer une voie semble possible, et puis ce qui permettrait effectivement de réserver des voies type aménagement boulevard Gambetta sur ce secteur-là. La question suivante est posée par JC. Pouvez-vous nous dire en quoi va consister la réception de la Fédération de rugby à Bourges? Combien de congressistes seront reçus et combien de jours seront-ils reçus sur le territoire de Bourges? Alors, ils seront reçus 3 jours. 22, 23, 24, c'est ça? Ou 23, 24, 25, enfin juin. Enfin, c'est 23, 24, 25, je crois. Je crois que ça va être un beau moment... J'espère de fête, parce que vous savez, le rugby, c'est quand même c'est un sport que j'aime bien, d'abord, vous le savez sans doute, et puis qui est quand même une ambiance toute particulière, mais c'est aussi un moment sérieux. Vous savez, c'est un congrès national de la Fédération française de rugby. C'est le premier congrès du nouveau président Bernard Laporte. Donc il souhaite pas. Nous avons beaucoup de pression là-dessus avec le comité d'organisation. Donc il ne souhaite pas se tromper là-dessus. Donc il nous fait confiance, mais on a beaucoup de pression. Ça va être entre 1000 et 1500 congressistes. Alors pourquoi cet inconnu à 500 congressistes près? Tout simplement parce que Bernard Laporte a souhaité dans l'organisation changer, notamment il y avait un repas de gala qui avait lieu à un moment donné, c'était traditionnel, et là il a voulu changer, parce que le repas de gala ne concernait qu'une certaine, entre guillemets, élite, et là il veut l'ouvrir complètement, donc ça va être la bodega, je crois qu'ils appellent ça, c'est-à-dire que l'ensemble des comités présentera comme dans un village, chacun ses spécialités. Et puis, donc, il a dédié pour chacun des comités un quart, gracieusement, enfin payé par la fédération. Et donc, le quart est dédié, mais bien sûr, tout le monde, enfin aujourd'hui, on ne sait pas forcément qu'ils seront tous remplis. Donc voilà, donc c'est entre 1000 et 1500 congressistes, c'est très important. Ça va permettre de faire vivre la ville, faire vivre les commerces, faire vivre les hôteliers. Ça c'est important, ça permet aussi de faire bénéficier à
l'attractivité du territoire, parce que ce sont des gens qui viennent à Bourges, qui ne seraient pas venus naturellement, hein, en venant de toute la France, et qui peuvent porter la bonne parole sur le fait que Bourges est une belle ville, notre territoire est aussi une belle ville. Donc c'est très important pour nous, et puis c'est presque inattendu, parce que avec tout le respect que j'ai pour le comité départemental de rugby et tous les clubs du Cher, il faut avouer que nous ne sommes pas quand même un territoire de rugby par rapport à l'autre. Alors quand on sait qu'on a enlevé la mise à Brive, on partait quand même avec un handicap. Mais tout ça, ça s'est fait. Alors si un jour, je ne vais pas l'expliquer ici parce que ce serait trop long, mais ce sont des rencontres. C'est une rencontre qui a fait que ça s'est passé comme ça. Mais si on avait l'occasion de se rencontrer, je vous expliquerai tout ça parce que parfois, il n'y a pas de hasard, il y a des rencontres, mais voilà, ça nous permet d'avoir ces éléments-là, ces organisations-là qui sont très importantes, une fois encore, pour l'attractivité du territoire, pour le développement économique, et puis de faire un zoom national sur Bourges. Et ça, tout ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui et tout ce qu'on peut prendre, nous le faisons avec plaisir. Nous arrivons à la dernière question qui est posée par Jeff. Quand allez-vous vraiment refaire les voiries dans Bourges? On demande aux gens de rouler à vélo, mais certaines chaussées sont dans un état pitoyable. Oui, ben voilà, donc j'ai répondu déjà tout à l'heure, hein, c'est un plan pluriannuel d'investissement. Quand on a 250 km de voirie à Bourges, vous imaginez qu'on ne peut pas tout faire, il faut du temps pour les faire. Alors on mène des opérations, on a refait la rue de Lasnay, là, qui est quasiment terminée, enfin régulièrement je dis qu'elle est quasiment terminée, un jour ça sera vrai, mais en tout cas voilà, les enrobés ont été faits sur trottoir et sur voirie. On a comme projet, et ça on l'avait dit pendant la campagne, de refaire aussi réhabiliter la rue Louis-Mallet, qui est une rue qui en a fortement besoin, donc ça c'est quelque chose qu'on va probablement faire à cheval sur 2018-2019, donc c'était une forte demande. Et puis, je ne vais pas dire à la demande, j'ai sur mon bureau, j'irai au moins une dizaine de feuilles sur lesquelles sont listées des voiries à refaire ou des trottoirs à refaire. Voilà, on va regarder en fonction de l'avancement des investissements et des enveloppes, des dépenses d'investissement qu'on a fait sur 2017 et des choses qu'on ne sera peut-être pas en capacité de faire d'ici la fin de l'année, de voir si on peut intégrer là-dedans quelques voiries, quelques trottoirs. Bon, écoutez, un premier constat, il n'y a pas eu énormément de questions. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Je ne sais pas lire, ça peut être la chaleur. Imaginez-vous qu'ici, il fait à peu près 40 degrés. On se croirait en Thaïlande, hein, où un de mes collaborateurs se trouve actuellement. Beaucoup de questions. Et alors, c'est plutôt bien parce que sachez qu'à un quart d'heure du chat, nous avons failli l'annuler pour des questions purement techniques de réseau. En conséquence de quoi, on a pu faire ce chat et je m'en réjouis. Donc, il y a beaucoup d'autres questions qui n'ont pas pu être posées. En fait, j'irai en direct. Donc, je vous donne rendez-vous le mercredi 28 juin à 19h. Et puis, comme il y a eu beaucoup de questions sur lesquelles nous n'avons pas répondu, et puis qu'il y en aura encore beaucoup la prochaine fois, écoute, personne ne le sait, mais je vous le dis maintenant, le chat durera 2 heures, juste avant les vacances, parce qu'on aura tout l'été pour se reposer. Donc, prochain rendez-vous, mercredi 28 juin, de 19h à 21h. Peut-être qu'on pourra le faire dehors, je ne sais pas, on verra si on est en capacité de le faire. Et en tout cas, en attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup pour vos questions. Et puis donc, à très bientôt. Au revoir.